Pendant mes lointaines années de lycée, un duo d'amis me répétait sans cesse de les rejoindre sur leur MMO. D'après eux, jouant moi-même à des jeux en ligne, je ne pourrais que l'adorer, avec son système centré autour des pets. Sauf que moi, je passais déjà tout mon temps libre sur Terra. J'ai donc sournoisement esquivé toutes leurs propositions parce que, déjà, leur MMO me paraissait bien moche à côté de mon bébé, et que de toute manière, le nombre maximum de niveaux me terrifiait. Aujourd'hui, il est temps de me rattraper et de lancer Rappels. J'ai peut-être 10 ans de retard, mais mieux vaut tard que jamais, pas vrai? À l'origine, le jeu devait s'appeler Rappeler Créer. Annoncé début 2005, il comptait défier les MMORPG les plus joués du moment, à savoir WoW, Guild Wars ou encore Last Chaos, en proposant une expérience authentique. Le développement débute avec Enflavor, un studio très jeune, avec une moyenne d'âge d'employés tout aussi jeune puisqu'aux alentours des 26 ans. La société créée en 2003 attire l'attention car regroupant les développeurs principaux du MMO Shining Lore. Shining Lore, c'était un MMO développé du côté d'NCSoft, mais qui ne rencontra jamais le succès escompté. À l'issue de nombreux rebondissements, il finit par fermer quand les développeurs ne se sentirent plus en mesure de mettre à jour le jeu pour suivre les demandes des joueurs. Suite à sa fermeture, les développeurs principaux dont le directeur de l'équipe se regroupent pour créer Enflavor et se lancent directement dans la conception de Rappeler Créer, achevant presque son développement en 9 mois seulement. Je sais pas s'ils ont eu recours à beaucoup d'employés externes, mais Enflavor n'était composé que de 50 employés à ce moment. Donc, développer tout un MMO en 9 mois? Je sais même pas combien de personnes travaillent actuellement sur World of Warcraft. Avec Rappeler, Enflavor souhaite viser un public plus adulte en utilisant un gameplay et des graphismes à la pointe de la technologie. Et si le nom sonne étrange à vos oreilles depuis tout à l'heure, c'est parce qu'il s'agit de français. Bon oui, ils ont un peu foiré l'écriture de Rappeler, mais le français c'est difficile. Et dans l'idée, ils souhaitaient évoquer l'invocation et la création. Tout le jeu doit donc tourner autour du système de pets et de leur invocation, de leur chasse jusqu'à leur élevage. La nouveauté résidant dans le fait que les pets ne sont pas limités à une classe dédiée, n'évoluant qu'en simultané du joueur. Dans Rappeler, toutes les classes peuvent invoquer des créatures. Certaines sont certes plus spécialisées, mais cela permet juste d'en invoquer davantage simultanément. Vos créatures ont leur propre niveau, permettant de leur attribuer leurs propres points de compétence et de les équiper d'armures et d'armes. Il est aussi prévu de mettre en place un système d'échange de pets entre joueurs, et de faire tourner l'économie du jeu autour de la vente de ces derniers. Le PDG d'Enflavor, Park Sung-hyun, annonçait fièrement que même avec un budget monstrueux, nombre de jeux finissaient par être relativement pauvres en contenu et qualité. Eux montreraient à tous à quoi ressemble un jeu créé par des professionnels. Très confiant, le PDG. Pendant les phases de bêta, les sites faisaient la promotion du jeu en le vendant comme un jeu pour ceux ne souhaitant pas jouer seuls, mais n'ayant pas la motivation de rejoindre des groupes. Chercher une équipe, parler avec les différents joueurs et s'assurer que tout le monde remplisse son rôle, c'est fatigant. Alors que jouer aux côtés de ces 6 invocations qu'on contrôle soi-même et qui remplacent un groupe de donjons, bien plus pratique pour tout bon asocial qui se respecte. Bien entendu, ces invocations s'avèrent même plus utiles que ces partenaires de jeux humains. Vous pouvez utiliser vos amis comme monture, vous? Ouais, non. En fait, répondez pas à ça. Pendant ces mêmes bêtas, le jeu reposait aussi sur l'utilisation d'items permettant d'affaiblir les ennemis pendant 10 secondes. Et déjà, on estimait les coûts de l'item si élevés que seuls les joueurs riches pourraient subsister au sommet. Mais ne craignez rien, gens du bas peuple. Il vous est possible de farmer des lax pour par la suite acheter cet item. Chasser permet donc de mieux chasser. La boucle est bouclée. L'autre élément énormément mis en avant était l'arbre de compétences. Rappeler était là pour vous submerger de compétences, quitte à ce que vous ne sachiez pas quoi activer. Les joueurs des bêtas étaient ainsi conquis par ce MMO, permettant de jouer à son propre rythme, seul et ayant des quêtes fun. Ah, on en reparlera en jeu, hein, que ça m'étonne. En 2006, le jeu sort sous son nouveau nom, Rappels, et des serveurs ouvrent rapidement au Japon et aux US. La version européenne voit le jour en 2008 et est éditée par Webzen. Mauvais signe ou non, toujours en 2006, Enflavor rejoint le groupe Gala, avant de complètement merger en 2011 avec ANSoft pour devenir Gala Lab Corp. Gala Lab se retrouve donc à gérer Rappels, mais aussi Flife. Et pour lancer ses jeux favoris, on passe par Gpotato bien sûr. Si vous avez joué il y a quelques années à des MMO, cette petite patate devrait vous être familière. Nouveau rebondissement, en août 2020, Webzen cède la place à Bora. Vous n'aviez jamais entendu parler de Bora ? Moi non plus, mais j'ai trouvé cette présentation sur un site de fans de Rappels. Bora, ou Bora Ecosystem de son nom complet, est une plateforme décentralisée basée sur la technologie blockchain qui vise à distribuer des contenus sur internet et à promouvoir l'activité des utilisateurs. Eh ben, ça sent vraiment mauvais là. Avec ce nouvel éditeur, la communauté espère alors un nouveau souffle pour leur MMO préféré. Webzen laissait le jeu à l'abandon alors que Bora, peut-être, saura ramener de nouveaux joueurs. Sur le site où j'ai trouvé ces infos, il y a eu 3 nouvelles publications suivant celle de Bora. Puis ils ont fermé en 2021. Bora demandait de partager énormément d'infos personnelles pour son histoire de crypto-monnaie. Et ce, malgré le fait que des fuites de données aient déjà eu lieu. De plus, les joueurs ne disposaient que d'1 mois pour transférer leur compte, donc nombreux sont ceux ayant raté le coche et perdu leur personnage.
Rappel's M, un jeu mobile fit lui aussi renaître un maigre espoir pour la licence, mais ne sortit jamais en France. Aujourd'hui, Rappel's semble être plus ou moins à l'abandon. Pourtant, quelques mises à jour continuent d'être poussées, la dernière datant du 31 janvier. Mais à en lire les reviews de certains joueurs, il s'agit de réutilisation d'anciens assets pour créer de nouveaux donjons, ou même de l'utilisation d'assets venant de Flife, puisque Rappel's n'a plus de directeur artistique depuis 2014. Des pets qui n'avaient pas été utilisés ailleurs que dans les bêtas finissent même par être ajoutés au jeu, prouvant que les ressources s'essoufflent. Pourtant, le jeu tient bon et les serveurs français persistent. Mais dans quel état ? Sur la version Steam, on a en moyenne une dizaine de joueurs. Mais, si vous installez Rappel's via Steam, vous n'accéderez qu'au serveur russe. Pas que mon russe est mauvais, plutôt qu'il est inexistant. Pour jouer à Rappel sur serveur français, il est donc impératif de télécharger le launcher dédié. Voilà, de rien. Sur Steam, on part sur des évaluations moyennes. Pas convaincus, nos amis russes. Si jamais vous voulez explorer avec moi d'autres MMO obscurs encore en ligne, abonnez-vous et likez la vidéo pour ne pas rater nos prochaines aventures. Donc, ça vous dit d'explorer avec moi le MMO avec le meilleur système de pets jamais créé ? Le lore. Il est inexistant dans le jeu. Bon, ok, j'exagère un peu. Doit y avoir 10 secondes de lore dans la zone d'intro. À l'instar des plus grands, Rappel vous force à lire sa section histoire sur son site web. Et le niveau d'écriture est... Bon, je peux mettre ça sur le compte de... On a traduit un peu à l'arrache une histoire niaise de base. C'est donc maintenant que je pète un câble et que je réécris proprement tout le lore de Rappel's. Lore dont on a strictement rien à faire dans le vrai jeu. Si jamais, je rappelle qu'il y a toujours des timecodes. Les deux dieux contrôlant la lumière et les ténèbres avaient comme charge la protection de l'ordre sur Gaïa, celui-ci maintenu par le cycle de création et d'extinction. Les divas représentaient la lumière, les assura prospérer dans ces ténèbres. Gaïa, elle, abritait en son sein les humains. Guidés par des apôtres, ils bâtirent une civilisation majestueuse et regorgeant de connaissances. Parmi elles, celle de créer des portails permettant de voyager partout où les conduisait leurs désirs. Jusqu'à visiter les dieux eux-mêmes. Néanmoins, l'arrogance et la cupidité allaient de pair avec le savoir. Une révolte éclata, visant à détrôner leur divinité même. Une punition divine s'abattit sur Gaïa. Tous furent annihilés, et leur civilisation disparut dans les ruines. Les dieux qui ne pouvaient s'empêcher de s'apitoyer du sort des humains envoyèrent les divas et les assura sur Gaïa. Les survivants humains prirent le nom de Gaïa pour honorer leurs origines, et la paix régna sur Terre des générations durant. Mais y a une douille. Les dieux étaient pas giga chauds de se coltiner une nouvelle révolte. Ils envoyèrent donc des monstres sur Terre, histoire d'occuper un peu les Gaïas et de les empêcher d'avoir trop le temps de cogiter. Vous voyez ? Un jour, une sorcière apparut. Elle pratiquait la magie noire et voulait dominer le monde. La paix commença à se fragiliser. C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est comme ça sur le site officiel. Le fait est que la méchante sorcière qui voulait dominer le monde parce qu'elle est méchante. Ça part d'une love story interraciale. Une Asura, exilée pour usage de magie interdite, tomba amoureuse d'un diva. Ils unirent leur magie, comprenant qu'à eux deux, leur pouvoir était sans fin. Mais la folie les emporta et ils dévastèrent villes et villages. Retrouvant un fragment de conscience tandis que les nations s'alliaient pour les arrêter, le diva tenta de raisonner sa femme. En vain, l'acier froid d'un poignard mordit le dos de l'homme, le sang coulant sur les mains de sa tendre. L'ère de la sorcière débuta. Les rumeurs les plus folles couraient au sujet de la sorcière. Une seule de ses incantations terrassait le plus puissant des monstres. Un claquement de ses doigts dévastait des villages. Son chant ramenait les morts à la vie. La sorcière promit de grands pouvoirs à tous ceux qui se rangeraient à ses côtés. Et quant à ses dames le rejointes, elle leur livra sa vérité. Le divin n'existe pas. Les divas et Asura ne sont que des Gaïas au pouvoir hors du commun, venus ici pour voler le savoir des anciens Gaïas tels de vulgaires parasites. La vérité de la sorcière pervertit des cœurs, renforçant ses forces dans le même souffle. Mais les Gaïas restés lucides œuvrèrent de concert pour l'arrêter. Ils y parvinrent au terme d'une longue bataille durant laquelle nombre d'âmes furent arrachées. La sorcière fut capturée, jugée et brûlée. Personne ne questionna sa vérité, mais personne ne l'infirma non plus. Nombreux sont ceux qui vinrent assister au bûcher purificatoire dans lequel la sorcière se consuma sans un cri. Depuis, le mot « sorcière » est synonyme de peur. Ça, c'était l'histoire hyper romancée. Parce que voir l'état de leur lore, ça m'a énervé. Et si on lançait le vrai jeu, pour comparer ? Vieux jeu oblige, pour des soucis d'accessibilité, il s'exécute en fenêtré à la première exécution. Revivez donc avec moi l'ère du 4 tiers, le temps que le jeu me donne accès aux réglages. 2 serveurs sont disponibles et une première question me taraude. Il y a d'autres serveurs européens ? Ou bien, ceux affichés ne sont que les Français ? Non, je demande que lancer un jeu de cet âge et ne voir absolument que du français dans le chat, ça me paraît surprenant.
Pour confirmer tout ça, figurez-vous que j'ai installé le launcher allemand. Et incroyable mais vrai, les Allemands ont eux aussi 2 serveurs. S'il y a encore des joueurs actifs de Rappels, vous pouvez me confirmer l'état actuel du multijoueur? Que séparer les joueurs européens sur plusieurs serveurs quand on a un MMO en fin de vie, ça m'apparaît pas comme la meilleure solution pour s'assurer d'une base suffisante de joueurs simultanés. Côté France, on a le choix entre le serveur PVP Stormbringer et le PVE Koala. Si je comprends bien les carrés colorés, il y a plus de monde connecté au serveur PVE, donc partons là-dessus. Comme expliqué au cours du lore, vous avez le choix entre 3 races dans Rappels. Les ténébreux Asura, les lumineux Diva et les humains Gaïa. De ce que j'en devine, les 3 personnages représentés ici sont des personnages du lore, d'où le fait qu'ils soient nommés et que leur niveau varie. Les classes disponibles dépendent de la race, donc il faut avant tout sélectionner une race donnant accès au style de jeu souhaité. Les Asura par exemple débutent en tant qu'adeptes, puis peuvent devenir des rôdeurs, mages ou invocateurs. Les divas, eux, sont des disciples pouvant choisir de devenir des chevaliers, clercs ou charmeurs. Qu'on se le dise, de ce que j'en vois, ces classes sont toutes des dérivés de guerriers, mages et classe à pète. Chaque race a ses propres compétences et à l'époque où Rappels est sorti, ça devait clairement peser dans la balance pour atteindre un build parfait. Mais bon, moi, je suis une joueuse random en 2024 qui ne compte pas briller en PVP haut niveau. Donc partons sur les divas, puisque c'est un beau clin d'œil à Ian. La customisation de son personnage est clairement restée dans son jus, ça, je le nierai pas. Au moins, on en fait vite le tour et pas de liste numérotée à l'horizon. Parfait. Un nom aléatoire de personnage de fantasy plus tard, et nous voici plongés dans le monde de Rappels. Un simple plan zoomé sur mon personnage en culotte plus tard et les contrôles me sont rendus. Bon, première étape, passer le jeu en 1080p. Pas que je sache pas apprécier le charme de l'ancien, mais mon écran me semble bien vide en l'état. S'il vous vient l'envie de lancer Rappels vous-même, ouais, je sais pas pourquoi vous voudriez faire ça après avoir maté cette vidéo, mais on sait jamais hein. Donc, s'il vous en vient l'envie, sachez que si la case de la résolution est grisée, c'est pas parce qu'il est nécessaire de choisir sa résolution avant de lancer le jeu, c'est parce qu'il faut choisir le profil personnalisé. En effet, tout vrai gamer qui se respecte joue exclusivement en 1024 par 768 quand il tient à jouer à un jeu à son plein potentiel. C'est le jeu avec son profil élevé qui le dit, pas moi. Ouais, ok. J'avoue que j'ai vraiment galéré et trouvé l'info sur un forum que jamais je devinais ça seul. Pas loin du rage kit avant même d'avoir tapé le moindre mob. Le 1080p fenêtré fait qu'une petite partie du bas de l'écran est rognée, mais vous en faites pas. Je suis sûre qu'on survivra sans elle. Laissez-moi tout pousser au maximum, mais... comme une folle impression que j'ai lancé FF8 par inadvertance. Nouveau type pour les grands fous qui oseraient lancer le jeu. Si vous modifiez votre résolution, il faut relancer le jeu. Croyez-moi, votre personnage tête pixel vous en remerciera. Mais ça, c'est la EasyEdit du futur qu'il découvrira. Profitons donc encore une fois de la nostalgie, mais des pixels cette fois. Le souci de l'EasyEdit du présent, c'est que mon perso ne veut pas courir. Je fais un tour des raccourcis pour voir si j'ai pas pressé le bouton de marche par inadvertance, mais rien. Je cherche dans les compétences, toujours rien. Et là, illumination. Je lis le chat. Votre rapidité est réduite de 90% car le poids que vous transportez est supérieur à 100%. Le poids? Mais quel poids le jeu? Je viens tout juste de créer ce personnage. Mon inventaire doit être vide, voyons. Sainte Marie! Ce sera donc un jeu qui me vomit des items dont j'ai même pas encore connaissance de l'utilité en se pensant généreux. Je vois. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est tout de même un comble de charger un nouveau joueur au point que son perso dépasse le poids maximum, alors qu'il a encore rien fait. Si on prend le temps d'étudier les 20 objets que le jeu m'a glissés sans accord dans le sac, on y découvre mon stuff de débutant, accompagné, bien entendu, de tout un tas d'items visant à simplifier ma progression en tant que petit nouveau. Et bam! Prends ses ailes pour un plus 25 sur tes stats et un air de kikou exclusif aux années 2000. Bim! Un sac cheaté qui te permet de courir avec tous nos cadeaux forcés. Boum! Une cape de pirate qui met plus 3 à toutes tes stats et moins 100 en cohérence de tenue. Oh, et t'oublieras pas aussi de claquer nos items de buff surpuissants quand on tamera une grosse session de farm. Bisous! Sachant qu'au début, j'avais même pas saisi qu'il fallait clic gauche sur un objet, puis le survoler pour avoir ses détails. Donc j'avais aucune idée de ce à quoi servait tout ce bric-à-brac. Mais cessons d'étudier le kit du débutant qui n'a pas le temps et allons aborder Eusis pour lancer notre première quête. Je suis sûre qu'elle va nous exposer un peu le contexte et qu'après m'être adressée à elle, je comprendrai mieux pourquoi je suis apparue nue dans ce champ. Bienvenue au temple d'Astréus. Ok cool, je suis donc dans un lieu religieux. Je ne peux transmettre mon savoir qu'aux nouveaux aventuriers d'Iva, vous devriez vous confier au guide de votre peuple. Non, mais pas de soucis, Eusis. Si c'est ce qu'il faut, un aventurier, je serai. Toute première mission, affronter les fumeurs, soyez digne de suivre mon entraînement. Ça m'explique absolument pas pourquoi j'étais nue derrière toi. Mais te fais pas de bile, ma petite Eusis. J'en fais mon affaire de tes oiseaux.
Eh ben, l'animation d'attaque a même pas le temps de finir que l'oiseau est déjà à terre et je suis niveau 2. J'annonce qu'on débute officiellement un jeu où le maître mot est rapidité. Félicitations. Deuxième piaf, niveau 4. J'appelle ça un speedrun en fait. C'est même précisément à ce moment que j'ai commencé à étudier le stuff qu'on m'avait offert. Perdu devant tant de gains de niveau, mais aucune mention de boost d'XP. Je finis de réduire la population d'animaux et vais rendre ma quête à Eusis. Donc c'est aussi le genre de MMO où on me jette toutes les armes disponibles au visage et j'ai intérêt de deviner laquelle je peux équiper. Je prends le bâton parce que, dans le doute, les bâtons c'est toujours cool, et Eusis reprend son enseignement. Je remarque d'ailleurs sous cet angle que sa tenue de religieuse a une belle fenêtre sur son cœur. Tous les éloges au sujet des graphismes du jeu font tout de suite plus sens. Eusis entre alors dans un tutoriel sur les compétences en me demandant d'en activer une précise. Ok, pour l'instant, l'arbre est simple et clair. J'ai des points de compétences appelés CP à gauche et je m'en sers pour débloquer les compétences de droite. Mais ces CP servent aussi à monter mon niveau de classe visible à gauche. Ouais, ça c'est la partie moins claire. Il y a donc un équilibre à rechercher entre le fait de monter son niveau de classe et acquérir de nouvelles compétences. Je dis ça, mais dans les faits, j'ai toujours spammé mon niveau de classe car nécessaire pour certaines compétences, puis investi le reste dans les compétences. Eusis poursuit son apprentissage en me demandant de looter des objets sur les oiseaux. Et en confirmant que j'ai rien de mieux à faire que lui obéir, je remarque ses autres dialogues. Mais voilà, sûrement le lore qui justifie que j'ai pas juste fini dans cette plaine après une soirée trop arrosée. L'île des apprentis a été créée par le 3e héros de l'Assemblée. Je le connais pas, mais je suis sûre que c'est un chic type. Il ne s'agit pas simplement d'un terrain d'entraînement, mais c'est aussi un lieu de réhabilitation pour les blessés. C'est un endroit pacifique. Ça me dit toujours pas qui je suis, mais bien tenté. Les autres dialogues sont là pour donner des infos de base du style comment changer de canal pour rejoindre ses amis et... Ramasser du loot donc. Pour se déplacer dans Rappels, on peut clic gauche en ciblant l'endroit désiré ou bien utiliser le traditionnel ZQSD. Notez cependant que si vous cliquez puis interrompez le déplacement en appuyant sur le clavier, la cible restera à l'écran. Oui, c'est du chipotage. Mais oui, c'est le genre de choses qui me stresse. Mais bien plus grave ici, il est impossible de sauter dans Rappels. J'ai réalisé cette triste vérité en cherchant une touche pour ramasser le loot et en constatant qu'il s'agit d'espace par défaut. Sombre réalité. Pourquoi je cherchais la touche pour ramasser? Parce que c'est un vieux MMO coréen, voyons. Et qui dit vieux MMO coréen, dit vomi de loot après chaque combat qu'il faut douloureusement ramasser un à un si on n'a pas de pet payant. Notez que le jeu sait pertinemment que c'est affreusement chiant, puisqu'il en a mis un gratuitement à ma disposition, mais ça, je le comprendrai plus tard, en prenant en main les invocations. Tel l'élève exemplaire que je suis, je m'en vais remettre fièrement mes 3 plumes à Eusis, qui me propose en retour... de nouvelles armes? Bon, c'est pas les mêmes. J'imagine que les fenêtres de quête ne permettent pas de sélectionner plus de 6 récompenses optionnelles à la fois, donc ils ont dû répartir sur 2 quêtes? Plouf, plouf, tac. Eusis n'ayant plus rien à m'enseigner, c'est le cœur serré que je la quitte à la recherche de mon prochain professeur, la merveilleuse Sistina. Sistina, laissez-moi ouvrir la carte. Ok, l'île des débutants, c'est isolé au sud, logique. Moi je suis tout en bas et Sistina... le petit carré jaune. C'est noté. J'espère que les quêtes ciblant des mobs seront indiquées sur la map, elle. En arrivant devant mon nouveau coach, je me sens obligée de m'arrêter un instant pour apprécier le dramatique épique de la musique qui vient de se lancer. Ici, on fait des quêtes de newbie, mais avec sérieux et style. Mais un instant, Sistina a une nouvelle bribe de l'or à nous offrir. J'ai l'impression d'être née ici, mais je me rappelle de rien. Oh que oui. Le jeu ose vraiment justifier le non-lore en me jetant sur une île où tout le monde est amnésique. Un chef-d'œuvre. Point pertinent à soulever, on peut comparer son stuff équipé avec du stuff de quête en maintenant halte. Et rigolez pas, certains MMO vous forcent à comparer les stats vous-même, donc je sais apprécier quand un système automatique est en place. Sistina me félicite d'avoir suivi ses enseignements en m'offrant une monture temporaire. Vrai plus, dans Rappels, vous avez accès à une monture dès le début de vos aventures. Des PNJ sont là pour vous en proposer à la location dans les différentes villes. Vous aurez ainsi toujours un moyen de déplacement rapide. Rappels vient donc officiellement d'être classé meilleur jeu que Mythine. Bravo à lui. Porté par ma fière monture bipède, je m'avance dans la ville des débutants. Petite ville concentrée, mais répétez après moi. Il vaut toujours mieux une petite ville où tout est accessible, plutôt qu'une belle ville gigantesque où on court 3 heures pour passer du forgeron à l'hôtel des ventes. Merci. Il est l'heure de découvrir notre 3e section lore avec Gildas. Si vous terminez votre entraînement avec succès, vous aurez la possibilité de retourner au pays. Mais rien vous empêche de rester un peu plus longtemps si vous souhaitez poursuivre votre apprentissage. Donc, retourner au pays amnésique? Mais pour y faire quoi, Gildas? Et je restaure de quoi, Gildas? Réponds-moi, bon sang!
Quand on parlait des bêtas plus tôt, je vous expliquais qu'un objet était essentiel pour chasser efficacement. Gildas nous présente les fragments de lune, un objet affaiblissant ses ennemis. Ces objets s'obtiennent en échange de l'axe et la marchande nous explique qu'en équipant une pierre du chaos, des laxes s'accumulent en chassant. On en revient donc au système expliqué à base de « pour chasser bien, il faut commencer par chasser ». Tout est parfaitement logique. Ayant atteint le niveau 10, il est temps pour moi de changer de classe. Pour ça, je dois faire mes preuves auprès de Tristan qui est décrite ainsi par ses collègues. Tristan est très étrange. Il a été promu de l'école d'entraînement il y a longtemps et il demeure ici depuis. Il affirme qu'il aime les monstres, ou quelque chose comme ça. De toute façon, même les gens bizarres doivent gagner leur vie. Tristement vrai ça. Elle ne me laisse pas le temps de décider de la suite des événements et me téléporte auprès de son collègue étrange. Oh. Je déteste quand on fait ça pendant la période de tuto. Me téléporter de lieu en lieu sans me laisser les découvrir par moi-même en premier, surtout sur une île aussi petite, ça me fait juste perdre mes repères. Laisser les joueurs explorer et se familiariser avec leur environnement. Il sera toujours plus généreux de les téléporter au retour quand ils connaîtront déjà la route. Tristan me propose mon premier vrai défi. Affronter un anathema, une créature redoutable qu'il est nécessaire de chasser à plusieurs. Il me recommande donc de faire équipe avec d'autres débutants. La coopération étant clé. J'adorerais Tristan. Mais on est seul sur cette île, au cas où tu l'aurais pas remarqué. Plaçant toute ma foi dans les buffs de débutants, je pars faire face à l'ennemi redouté. Enfin, pour ça, faudrait que je sache où le trouver. Le bouton « Voir la localisation dans le suivi de quête » Non, ça fait couvrir la carte globale. Aucune indication sur ma carte de l'île non plus. Tristan me précise que l'anathema se trouve au nord-ouest du bosquet Ginkgo, qui lui-même se trouve au nord de la côte du sable brûlant. Ok, la côte, c'est là où on se trouve actuellement. Direction plein nord jusqu'au bosquet. J'ai jamais trouvé les bosquets. Mais à force de remonter la route, je suis tombée sur les mobs de quête. Tout est sous contrôle. Il est à présent l'heure de livrer un combat épique. Je suis niveau 11. Je retourne à pied à la ville des débutants. Non, vraiment. Inverser le moment où vous téléportez les joueurs, ça fait aucun sens là. Me voici prête à choisir ma spécialisation. Mais en voyant cette liste austère sans aucune présentation, j'avoue avoir paniqué. J'ai alt-tab et suis allée chercher des infos sur un wiki. Mais je vous rassure, si vous cliquez sur une option, le PNJ vous donne quelques lignes informatives avant de vous demander si vous êtes sûr. Rappels étant un jeu centré sur les invocations, je décide tout naturellement de prendre la classe Charmeur qui est la classe spécialisée dans les pets côté Diva. Et puis, il est vrai que le nom me sied à merveille. Je retourne voir Gildas pour l'informer de mon avancée, et le bougre s'esclaffe qu'il est si fier de lui pour m'avoir formé. Tu te calmes, Gildas. T'as fait que me refourguer à tes collègues pendant que tu restais là à rigoler tout seul comme un crétin. Petit crochet par le marchand d'armes et oh! Mon dieu, on l'a échappé belle. Les archers doivent gérer leur stock de flèches. Terrifiant. J'en suis à où dans mes quêtes, moi? Objectif... Veuillez accomplir la mission. On est toujours si bien aiguillés dans ces vieux jeux. Attelons-nous plutôt à la quête la plus importante de ce début de jeu, la capture de notre tout premier pet. L'entraîneur me fait glisser dans ma barre les compétences essentielles, dont celle nommée apprivoisement, et me laisse choisir la carte du type de créature que je souhaite capturer. Pour apprivoiser une créature sur Rappels, il faut avoir en sa possession une carte du type de cette créature. Si vous avez une carte de type tortue, vous ne pourrez pas l'utiliser pour apprivoiser un tigre. Comme j'ai strictement aucune idée de si un type est préférable à un autre, je choisis la carte des panthères puisque je sais où en trouver. Je me mets en position face à un fauve et caste mon sort d'apprivoisement. La bête me fonce dessus, donc peu sûr de la marche à suivre. Je la one-shot ? Ce que le jeu avait omis de me préciser, c'est que l'entraîneur ne m'a pas expliqué en détail le processus d'apprivoisement. Pour ça, un parchemin a été glissé dans mon inventaire. Il vous sera cependant nécessaire d'apprendre quelques petites choses avant de commencer. J'espère que j'ai pas foiré la seule carte qu'on m'a filée. Vous devez avant tout apprendre la compétence apprivoiser pour sceller une créature dans une carte. Il vous faudra utiliser cette compétence avant d'engager le combat. Ouais, donc, c'est strictement ce que j'ai fait. Mais je retrouve pas de carte ou de panthère dans mon inventaire. Sur le coup, j'avais raté l'info parce que la fenêtre de chat est minuscule et qu'on vous le précise nulle part ailleurs, mais il y a un pourcentage de chance de capture. Les cartes de débutants ont 26,5% de chance de succès. 26%. Et on m'a donné une seule et unique carte dans le tuto. C'est ce qu'on appelle de la radinerie extrême. Le PNJ de quête ne vend pas davantage de cartes, mais le marchand du village si. Je fais donc un stock de cartes considérable et repars pour chasser des panthères. Il m'aura fallu 7 tentatives pour réussir une capture. 7. Dans ma quête continue du lore perdu, je m'aventure sur un bateau envahi de morts-vivants. Qu'est-ce que le lore a à voir avec des morts-vivants? Une gamine qui se balade sur le pont me jette sous-entendu sur sous-entendu à la figure. Tu crois vraiment être un apprenti? Que t'est-il arrivé que tu ne te souviennes de rien? Pourquoi tous les apprentis ici sont comme toi? Je peux t'aider à comprendre.
Voilà! Enfin des réponses! Expédions ce donjon. Je progresse de salle en salle jusqu'à retrouver la gamine dans la cale. La malédiction de la sorcière. L'avez-vous vue quand elle l'a placée? Ou bien, avez-vous au moins déjà vu cette fameuse sorcière? Tu ne fais que suivre ce que les autres disent. Hors de mon chemin. Là, faut pas lui dire qu'on l'écoute plus, sinon elle se met à bouder. True story. J'ai une petite histoire à te raconter. Trop de choses ont été perturbées et en conséquence, de plus en plus de personnes en souffrent. C'est à cause de tous ceux qui racontent des mensonges et nous forcent à croire qu'il s'agit de la vérité. La seule chose que je peux te dire, c'est que la vérité se trouve ici. La vérité se trouve ici, mon cul. J'ai fini le donjon et j'en ai pas appris plus. Et des sous-entendus à la con comme quoi le lore est profond et qu'il y a plus qu'il n'y paraît, c'est tout ce que le jeu sait faire. J'ai croisé un autre PNJ sur l'île qui a fait le même genre de sous-entendu en me demandant de tuer des mobs avant qu'il ne m'aide à me souvenir. Vous voulez entendre ces grandes révélations? Cet endroit est construit de manière à ressembler à une île des apprentis. Mais crois-tu vraiment que seuls les blessés y sont envoyés? Et pourquoi penses-tu qu'on ne se souvienne de rien? Garde cela en tête, même si c'est un peu tard à présent. Mais c'est pas des révélations, ça! Oh, je vais m'énerver. Le gars cherchait juste une excuse pour que je fasse ses corvées. J'en ai ma claque, je quitte cette île de demeurer. Nouveau guide qui doit m'enseigner comment survivre et pour ça, me demande de tuer 16 boules de poils, 10 boules de poils affamés et 6 orques juniors paresseux. Mais je suis votre pute en fait? Rappel, c'est un exemple parfait des vieux MMO coréens. Ici, on ne vous cache pas la période de farm derrière de belles quêtes narrées et mises en scène. Quand vous avez fini de chasser vos 20 premiers mobs, on vous demande naturellement d'en chasser 30 nouveaux. Le typique MMO grinding. Seul le haut niveau compte et cette phase de level up est là pour vous frustrer et vous pousser à l'achat. Quelques PNJ auront une vague histoire, mais ça ira jamais bien plus loin que « Va tuer les orques qui ont assassiné toute ma famille, s'il te plaît. Moi, je suis trop frêle pour ça. » Et quand vous lui faites 2 séries d'orques, il vous remercie par un « Ma vengeance n'est pas complète, c'est la guerre. Une guerre entre eux et moi. » Oh, t'as pas mis un pied en dehors de cette capitale gardée et je tue des orques pour toi depuis tout à l'heure. Donc la ferme. J'ai par ailleurs stoppé ma session de jeu quand on m'a proposé d'oxyre des waifus. C'est toujours plus haut niveau, les waifus. La session suivante, j'ai pas mal galéré à trouver l'entrée d'un donjon, et compris que cette entrée était limitée via un item, mais que c'était clairement la zone de farm la plus rentable. Rappels ne vous force pas à faire ses quêtes. Rappels vous trouve simplement des prétextes pour vous forcer à grinder jusqu'au niveau maximum. Et comme l'écran de création de personnages me teasait des personnages aux alentours des niveaux 150... je vais clairement pas farmer jusque-là. Je décide plutôt de fouiller mon inventaire, qui est à présent rempli d'items, pour voir si j'ai quelque chose de plus intéressant à faire. Et c'est vrai qu'on m'avait teasé un village caché. On y accède en parlant au PNJ responsable des téléporteurs. Et mon passe temporaire me permet de m'y rendre gratuitement. C'est un village où les marchands vous vendent leurs ressources moins chères, des PNJ peuvent vous buffer, et des téléporteurs plus précis et moins onéreux sont à votre disposition. Un des PNJ présents m'explique même le système de propriétaire de donjon. Chaque semaine, la première guilde à avoir achevé un donjon peut affronter la guilde qu'il contrôle. Si elle gagne, elle en devient la propriétaire et récupère un pourcentage de tout l'argent que les autres joueurs y dropent. Le serveur étant sous-peuplé, aucun des donjons n'a de propriétaire à présent. Dans la théorie, ça reste un concept fun qui devait forcer les guildes à être organisées pour que tous les joueurs soient présents lors des raids. Bon, maintenant vous voulez que je vous explique la douille avec ce village caché? Rappelez-vous, je peux y accéder grâce à mon passe temporaire. Mais comment fait-on en temps normal? Il est l'heure d'ouvrir le shop. Rien qu'en analysant un peu ce que le jeu m'a offert jusqu'à présent, on peut très vite comprendre que Rappels est affreusement pay to win. J'ai par exemple une potion miraculeuse me permettant de gagner 200% d'XP pendant 2 heures. Un parchemin de résurrection, c'est basique vous me direz, mais est-ce que vous connaissez l'eau bénite? Elle permet de ne pas perdre d'XP et de récupérer l'intégralité de sa vie et de ses PM. C'est quoi cette histoire d'XP? Comme Rappels est un jeu centré sur le farm, lors d'un décès, vous perdez de l'expérience. Et quand 1 heure de farm est nécessaire pour gagner 1% de votre barre de niveau, croyez-moi que mourir bêtement et perdre 3%, ça fait très mal. Mais avec cette fameuse eau bénite, il me vient une autre question. Est-ce qu'il y a un cooldown ou un malus? Que bon, c'est pas indiqué sur la fiche de l'objet, et si je peux spammer mes eaux bénites, qu'est-ce qui m'empêche de lancer un duel, mourir, mais revenir sans cesse full vie directement sur place? Le PVP devient inutile. Sur Rappels, on a aussi un système d'énergie. En tuant des monstres, on vide petit à petit notre stock d'énergie jusqu'à être à sec. Or, cette énergie permet de gagner 2 fois plus d'expérience et de points de compétence lors de combats. Quand on est à court, il vaut donc mieux s'arrêter pour la journée. Bien entendu, on a des potions pour remédier à ça. J'ai pléthore d'objets boostant mes stats. Encore une fois, rendant le PVP absolument pay to win. Et tout ça, ce n'est que ce dont le jeu a souhaité me faire la promo pendant ma phase de pexing. Dans la boutique, on utilise du cash pour faire ses achats. 4 € vous donne 500 cash, 80 €, 12 000 cash. Avec tout ça,
ça, je peux acheter des fragments de lune offensifs qui activent automatiquement l'effet fragment de lune sur nos ennemis. Ainsi, plus besoin de les farmer. Des bienfaits offrant des boosts de stats assez fous, des items pour augmenter mes chances de loot, de quoi restaurer un objet si une amélioration a échoué puisque forcément, le stuff doit se briser si on tente de l'upgrade sans payer, sinon c'est pas drôle. Les fameux pets qui ramassent le loot pour moi, histoire de m'éviter la folie, des parchemins pour invoquer certains monstres et augmenter les chances d'apprivoisement. J'ai pas dit que l'achat de ce parchemin garantit l'obtention de l'invocation. Non, j'ai bien dit que ça augmentait ses chances. En plus, si vous invoquez la créature dans un coin un peu trop peuplé et qu'un autre joueur initie le combat, vous perdez la créature, du stuff directement achetable, des skins, et voici nos fameux passes du village caché qui ne sont rien d'autre qu'une sorte d'abonnement mensuel. Pour lui sans cash, donc 8€, vous obtenez 30 jours d'accès au village. Vous avez donc un boost de récupération d'énergie, des marchandises et téléportations moins chères, des armes, armures et montures exclusives et même des quêtes uniques au village. Rappels et free-to-play, mais tout vous pousse à mettre un peu d'argent sur le jeu si vous ne voulez pas vous faire rouler dessus en PVP ou ne pas abandonner le jeu par frustration devant la quantité de graines qui vous attend. Mais si rien ne va, pourquoi Rappels a eu un tel succès auprès des joueurs français? Je vous propose de faire un tour sur des vieilles reviews postées à la sortie du jeu. Ici, Uchip lamente la répétitivité du jeu. Tuer des monstres 95% du temps, sans autre objectif que grinder. Les graphismes intéressants lui donnent tout de même envie de continuer d'explorer, et débloquer de nouvelles compétences est un objectif motivant. Mais surtout, la communauté est incroyable. Et puis bon, c'est gratuit. Boom déplore lui aussi les cutscenes intéressantes, forçant à tuer des mobs en boucle. Les compétences sont pas si mal, même si ça reste du basique guerrier, mage et invocateur. L'histoire, elle, semble cool sur le site, mais impossible de la trouver en jeu. Boom, c'est un peu mon âme sœur de 2008. Mais malgré tout ça, ce qui le choque, c'est la communauté. Les gens sont sympas, prêts à aider, et ça, c'est plus que rare en ligne. Et puis, on peut pas trop critiquer, c'est gratuit. De façon générale, les vieilles reviews disent que l'aspect technique est ok, mais que l'histoire inexistante en fait un exemple typique de MMO coréen où le seul but est de passer sa journée à farmer. La seule chose qui pousse à revenir, c'est la communauté. Je pense qu'on peut résumer beaucoup de MMO free-to-play médiocres, dont se souviennent pourtant avec nostalgie les anciens joueurs ainsi. C'est pas le MMO en lui-même que vous appréciez, c'est le temps que vous y avez passé avec vos amis. De nos jours, les MMO poussent à tout faire en solo. Plus personne n'a ni le temps, ni l'envie de parler avec d'autres humains. Ce qui est légèrement un comble pour ce genre de jeu. Les MMO d'il y a 15 ans étaient bien plus durs et stricts. Il était souvent impossible de faire certains contenus sans former de groupe et parler au reste de l'équipe. Des guildes se formaient, et pour communiquer plus facilement, on passait par des logiciels externes, type Mumble ou TeamSpeak. Logiciels qui tournaient même en dehors de nos sessions de jeu, tel un Discord moderne. On se connectait donc uniquement pour retrouver nos camarades de jeu et discuter avec eux. Il y a beaucoup de gros joueurs de MMO qui ont créé de solides amitiés en ligne, perdurant au-delà des limites virtuelles. Des gens se sont même mariés suite à leurs années de jeu ensemble. Ce n'est pas de rappel que vous êtes nostalgique, c'est plutôt d'une époque certainement plus simple, où vous rentriez de l'école, bootiez votre PC et jetiez un coup d'œil sur les membres de votre guilde en ligne. Puis, vous partiez en donjon en vous racontant votre journée et mettant de côté vos tracas du quotidien. Pour beaucoup d'entre nous, nos guildes étaient une sorte de seconde famille, et on attache forcément de l'importance à la maison qui nous permet de nous réunir. Ici, nos vieux MMO gratuits.